Les livres font les époques et les nations, comme les époques et les nations font les livres. Pages africaines, l'univers des livres. Un espace quotidien pour évoquer cette littérature africaine, Son émergence, son évolution et son actualité. ses acteurs dans leur dynamique se frayant un chemin dans un univers riche. Riche par ses traditions, Son histoire, ses mythes et ses légendes. Pages africaines. Une chronique de Hassan Arab. Bonjour et bienvenue à tous. Du son mêlé sur un trottoir, un livre signé Abina Aboulhaq. Aujourd'hui, nous allons vous parler de ce livre et plus précisément, c'est l'auteur qui va parler de ce livre passionnant où la réalité se mêle au rêve dans un contexte bien précis, le contexte des années 2000. Ça se passe en France, dans une société complètement déconstruite, une société sans repère, où la victime et le bourreau ne connaissent plus de frontières. Monsieur Abina Aboulhaq, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale, les pages africaines. Du son mêlé sur un trottoir. Voilà la fin du roman. C'est la conclusion de ce roman que vous avez édité en 2023. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Et je salue aussi tous les Algériens, surtout, parce que c'est important pour moi. Tous les Africains. Tous les Africains, toute l'Afrique en fait. Oui. Parce que c'est important pour moi d'être ici et c'est un retour au pays. Donc c'est quelque chose de formidable et je le vis merveilleusement bien. Et je suis très bien accueilli. Je remercie tout le monde. Voilà, merci à vous tous. Voilà. Alors, ce roman où la violence, le racisme constitue véritablement l'arrière-fond de la trame, de l'intrigue, semble être une critique acerbe de la société française, occidentale d'une manière générale d'aujourd'hui. En fait, c'est ce qu'on appellerait une dystopie. Voilà. Oui. Et effectivement, c'est une critique exagérée, c'est-à-dire que c'est la société française, mais poussée à l'extrême. C'est vraiment au niveau du social, au niveau du racial, au niveau politique, en plein de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le livre. Et c'est des personnages qui évoluent dans un théâtre assez chaotique. Et c'est un chaos voulu, soit dit en passant, c'est un chaos voulu, puisqu'en général, dans ce genre quand c'est dans une dictature, souvent les choses sont contrôlées d'une manière ou d'une autre. Et c'est des gens qui évoluent dans un climat effectivement de violence, qui ne dit pas forcément son nom, mais une violence extrême, où la violence sociale et raciale est omniprésente, effectivement, oui. Violence, racisme dans une société anomique, donc une société où il n'y a plus de repères, il n'y a plus de valeurs notamment. Plus de repères, plus de valeurs réelles. Chacun, c'est une société individualiste, chacun essaye de s'en sortir, essaye de survivre. C'est-à-dire qu'au niveau des infrastructures dans ces quartiers-là, puisque en fait c'est des quartiers qui sont compartimentés, comme une forme d'apartheid, quoi. Chaque quartier est, par exemple, il y a des quartiers qui sont maghrébins, des quartiers qui sont africains, qui sont noirs. Au niveau des religions, c'est la même chose, puisque vous avez des églises qui sont noires, des églises blanches, vous avez des mosquées pareil, les mosquées aussi, c'est la même chose, des mosquées de noirs, des mosquées blanches, enfin c'est vraiment particulier, tout est compartimenté, tout est contrôlé, absolument tout est contrôlé. Et rien n'est laissé au hasard. Mais tous ces quartiers-là sont reliés à part les quartiers dits bourgeois, ces quartiers populaires sont reliés par la misère, quoi. Et au niveau, par exemple, la scolarité est désastreuse et la culture est totalement annihilée. C'est-à-dire qu'on autorise une certaine culture, mais une culture qui est plutôt une culture de soumission. Quand il s'agit d'une culture d'élévation d'esprit et intellectuelle,
comme des livres qui font référence à la liberté d'opinion, des politiques, ce genre de choses. C'est totalement interdit. Alors, l'intrigue elle est portée par deux protagonistes qui sont unis dans la haine. Ils sont unis dans la haine, et le symbole de cette haine, enfin, à la fois le symbole de cette haine-là, et en même temps le symbole de ce qui va les révéler l'un à l'autre, c'est une chaîne. Ouais. C'est une chaîne de 40 cm qui les relie. Voilà. Alors, il y a une chaîne à la fois, donc la chaîne de fer qui est décrite La dans chaîne le roman, d'acier, oui. d'acier, et puis il y a une deuxième chaîne qui est beaucoup plus difficile donc à briser, c'est la chaîne symbolique. La chaîne symbolique, la chaîne mentale surtout, c'est la chaîne mentale Oui. de ces deux personnages-là, Oui. qui sont tellement pris dans leur colère, dans leur haine, et une haine qui forcément, ils n'arrivent pas forcément à définir les choses. En fait, en gros, parmi les deux protagonistes, parce qu'il faut aussi le rappeler, c'est un skinhead, qui est bien raciste, qui est raciste. Il ne sait pas trop pourquoi, et en même temps, les origines de son racisme vont être expliquées après dans le livre, mais au début, on ne sait pas trop pourquoi il est raciste, mais il l'est. Et il est attaché, il est relié par une chaîne à un noir algérien. Oui. Voilà. Et lui, c'est pareil, hein, il déteste le skinhead, ce qui est logique, puisque c'est considéré comme son ennemi, à juste titre. Et il est simplement dégoûté d'être attaché à lui. Il faut qu'il trouve une solution, il faut qu'ils se détachent l'un de l'autre. Alors là, vous avez choisi donc un Algérien noir, contrairement donc aux poncifs oui, c'est voulu. qui sont développés en France. Oui, parce que en France, c'est particulier parce que beaucoup s'imaginent. Déjà, en France, on a une idée assez spéciale. Tout le monde s'imagine que les Kabyles sont blonds aux yeux bleus. Ouais. C'est quand ils voient un Algérien en général et qui est clair de peau, il dit « t'es Kabyle toi ». Mais pas forcément, déjà premièrement. Ouais. Et ils ne comprennent pas qu'en fait, l'Algérie, c'est pas Kabyle d'un côté, arabe de l'autre. C'est-à-dire Kabyle d'origine européenne, selon eux, tous, c'est comme ça qu'ils voient les choses, et forcément blond aux yeux bleus, et puis l'arabe, frisé, mat de peau. Enfin, ils ont un état d'esprit particulier, un peu bizarre, quoi. Et ils pensent que c'est comme ça, mais ils ne pensent pas que l'Algérie, c'est pas ça. L'Algérie, c'est un puzzle de différentes cultures, de différentes couleurs de peau. Par exemple, ils ne savent pas qu'il y a des Noirs algériens. Et puis c'est la dimension africaine de l'Algérie. Et c'est l'Afrique, voilà, effectivement. Et l'Afrique, c'est une diversité culturelle et de couleurs de peau immense. C'est pas blanc d'un côté et noir de l'autre. C'est comme le fait de considérer qu'ils pensent que les Berbères sont des blancs et qu'il n'y a pas de Berbères noirs. Bah si, il y a des Berbères noirs. Donc ces deux protagonistes sont victimes d'une machination qui est sécrétée par la société française. Ils sont victimes de la société, oui. Ça c'est vrai, parce qu'ils la subissent, et en même temps ils tentent de survivre à cette société-là. Ils subissent la société, ils sont aussi victimes d'eux-mêmes, de leurs propres démons aussi. Alors, est-ce qu'ils ils seront arrêtés suite à une rixe, comme on dit dans le jargon de la police? C'est ça, ouais. Oui. Au départ, ça commence par un conflit c'est des skins qui attaquent une bande de jeunes. Ouais. Et habituellement, les skins sont heureux, puisqu'en général, c'est eux qui arrivent à leur fin. Donc, en général, il n'y a pas de problème. Sauf que là, ça se passe différemment. Et parmi cette bagarre qui éclate, il y en a deux qui restent sur le sol. Deux personnages qui restent sur le sol, qui sont arrêtés par la police. Et une fois que la police les a arrêtés, ils les emmènent au commissariat. Et là, ça se gâte pour les deux. Parce que là, ils s'aperçoivent finalement que l'autre a beau être blanc, l'autre est noir. Et au final, arrivé au commissariat, tous les deux sont traités de la même manière. Ils se ramassent des coups. C'est assez violent pour eux. Il y a une forme de torture physique, morale. Et on les enferme dans une espèce de cage. Alors, déjà enchaînés? Pas encore. Mais ils vont l'être. Ils vont l'être, mais ils sont arrêtés, enfermés. Ils sont arrêtés. Ils vont exploiter cette haine qu'ils partagent donc, pour les mettre les uns contre les autres. Oui, la police a un jeu assez vicieux, c'est qu'ils organisent des paris. Ouais. Des paris de combat, c'est des combats dans une cage. Et leur but, c'est de préparer leur petit combat. Donc, ils les attachent avec une chaîne.
de 40 cm pour qu'ils aient suffisamment de mouvement pour pouvoir se taper dessus. Et puis ils savent bien faire des paris. C'est un jeu entre eux, un jeu sadique entre eux qu'ils pratiquent. Et eux, ils ne veulent pas se battre. Ils détestent la police. Ils ne s'aiment pas eux, mais il est hors de question qu'ils se tapent dessus pour faire plaisir à la police, quoi. Donc ils sont là. Quelque part, une espèce d'alliance contre nature qui se crée à ce moment-là. Une alliance de survie aussi. Et ils sont là dans la cage et ils attendent. Ils attendent le moment fatidique. Alors, ils arrivent à sortir de la cage et puis ils envisagent un semblant de solution. Enfin, c'est l'auteur qui nous présente donc une solution pour dépasser, pour transcender en quelque sorte cette haine qu'ils ont en partage à travers le livre. Et là, c'est une métaphore qui donne à la fois du sens à l'intrigue, mais aussi à votre livre, donc du sang mêlé sur un trottoir. Oui, ils ont à ce moment-là, ils n'ont pas le choix. Oui. Ils sont reliés à cette chaîne-là, et cette chaîne-là est à la fois, c'est rien du tout, et en même temps c'est tout. C'est-à-dire que c'est ce qui les relie, et c'est ce qui les empêche de pouvoir prendre chacun leur chemin et retourner dans leur chemin habituel, chacun dans ses problèmes et dans sa survie, parce que chacun survit en fait finalement. Et cette chaîne-là, elle est à la fois symbolique, elle est rien du tout, et elle est tout en même temps, puisque elle représente le lien obligé qu'ils subissent, et en même temps, c'est quelque chose que eux veulent se débarrasser de ça absolument, mais en fait, c'est une chaîne physique, mais qui représente aussi la chaîne qu'ils ont dans leur mental, parce que la chaîne physique peut être détruite, à un moment donné, elle va partir, cette chaîne-là, c'est un problème. Le mental, c'est autre chose. Et c'est à ce moment-là que vous allez donc créer un autre personnage, donc ce personnage, ce Palestinien qui va en quelque sorte proposer une solution qui n'est pas du tout dramatique, parce que dans ce type de roman, généralement, il y a toujours une solution qui est elle-même envisagée comme une solution, c'est-à-dire une solution tragique. Mais là, non, c'est pas une solution tragique, parce que vous proposez la solution pour ces deux protagonistes doit nécessairement passer par la culture, donc par la lecture, par le livre, n'est-ce pas? Oui, en fait... le personnage du Palestinien qui incarne un petit peu ce personnage-là, il est particulier, parce qu'il a un côté un peu excentrique, faussement excentrique en fait, parce que c'est quelqu'un de très intelligent. C'est un ancien chef d'entreprise qui a décidé de vivre un peu comme un vagabond. Il a décidé de partir avec son chat et de vivre un peu à la vagabond, donc... il voyage un peu partout, il installe sa tente, il a une grande tente qu'il installe comme ça, et quand il a envie de partir, il part. Et sa passion, c'est les arts, tous les arts, mais particulièrement les livres. Il aime les livres. Et dans la société dans laquelle évoluent mes personnages, il faut savoir que c'est une dictature, tout simplement, une immense dictature, et que la culture est pratiquement totalement annihilé. Comme je disais, certains livres sont autorisés, mais c'est des livres plutôt de soumission à l'État qui sont autorisés. Par contre, les livres qui émancipent intellectuellement et aussi même physiquement, parce que quelque part, lorsqu'à partir du moment où intellectuellement on est émancipé, on peut se libérer physiquement, ces livres-là sont interdits. Ils sont considérés comme des livres totalement illégaux. Et l'État sanctionne, la police sanctionne si jamais on possède un de ces livres-là. On peut aller en prison, voire même peut-être pire encore. Voilà. Et puis, vous développez également quelque chose, donc cette violence qui structure en quelque sorte ce roman. Vous avez rappelé donc cette violence fondatrice du 17 octobre 1961, donc où les Algériens ont été massacrés tout simplement il y a un petit Paris. Passage, oui. Je fais allusion à... Mais est-ce que c'est pas une manière pour vous de dire qu'il s'agit là d'une violence fondatrice et dont les traces sont toujours vivaces dans la mémoire des jeunes Algériens aujourd'hui qui vivent en France? Ah oui, ça oui, toujours. C'est quelque chose qui reste, que ce soit conscient ou inconscient, de toute façon, c'est une réalité, c'est quelque chose qui reste, ça c'est vrai. Et effectivement, je fais allusion dans le roman au 17 octobre à un moment donné. C'est une courte allusion, oui. mais elle a son sens. Ouais, elle a son sens, parce que je rappelle toujours dans le roman mon algérianité. Elle est toujours présente.
Elle est là au début, au milieu, à la puis fin. c'est une Elle est toujours violence qui est présente. inscrite dans les mémoires, mais aussi sur tous les pavés donc, de la ville, Oui, oui. comme le titre Oui, exact, du ouais. roman l'indique. En fait, c'est un peu une métaphore sur. Oui. Effectivement, c'est aussi un peu une métaphore sur le vécu de l'immigration en France, et particulièrement algérienne. Ouais. Puisque dans le livre, je fais allusion aussi au social, bien sûr, au racisme, Oui. mais je fais aussi une petite allusion aussi À à l'histoire. l'enfer aussi de la drogue, Oui, et aussi, et je fais allusion à pas mal de choses. Il y a pas mal de petites choses qui sont dans le livre, qui représentent la société, et qui représente quelque part aussi cette société française qui est toujours existante d'ailleurs, d'une forme de répression, qu'elle soit consciente ou inconsciente, elle est là, elle est présente. Le racisme est extrême, mais à la différence par exemple des années 70 où on disait facilement sale arabe, sale bougnoul, rentre chez toi, maintenant c'est plus ce qu'on dit. C'est beaucoup plus diffus, beaucoup plus vicieux, on n'emploie plus ces mots-là, Oui. mais le racisme est toujours présent et bien là, quoi. C'est un racisme structurel. C'est structurel, oui. Comme dans le roman, Oui. la description qui est faite du racisme, c'est vraiment structurel, puisque quand on voit par exemple que les lieux de culte, il y a des lieux de culte pour les blancs, pour les noirs, au niveau des chrétiens, ou que ce soit des musulmans ou même des juifs. Et aussi, chose intéressante dans le roman, c'est qu'il est aussi interdit d'avoir un livre religieux chez soi, que ce soit pour les musulmans, les juifs ou les chrétiens. Il est totalement interdit d'avoir un livre religieux chez soi, et on peut consulter le livre par contre dans le lieu de culte, mais on n'a pas le droit de le sortir. C'est totalement illégal. Vous voyez. Bina Aboulhakr, vous êtes également artiste peintre. D'ailleurs, vous avez illustré votre roman à travers quelques toiles. Ouais, enfin j'ai fait des dessins, c'est des dessins, c'est des dessins, oui. Des dessins, des illustrations. Il y en a 18, il y a 18 illustrations, puisqu'il y a 18 chapitres. Oui. Et j'ai réalisé la couverture, et aussi à la fin du livre, la présentation des deux personnages. Que je voulais que les gens s'approprient les personnages, et qu'ils aient une vision de qui ils sont. Voilà. Est-ce que la violence, on termine, ça sera la dernière question. Pour vous, la violence, elle est atavique. Donc, En fait, mais là c'est particulier parce qu'on parle de la violence. Dans la société, non, la violence dans la société telle qu'il est pratiqué aujourd'hui en France, vis-à-vis de l'immigration notamment. Ah oui, non mais oui. Il faut savoir qu'en vérité, en France, de toute façon, cette violence-là, elle est présente, elle restera toujours présente, mais particulièrement pour la communauté algérienne. Et africaine. Africaine aussi, oui, maintenant oui, puisque à partir des années 80, il y a eu un boom de l'Afrique subsaharienne en France, donc effectivement, il y a beaucoup de subsahariens qui vivent en France et qui sont aussi victimes de la même chose. Mais en fait, en France, en gros, c'est simple. L'intégration s'est faite, j'aime pas ce mot-là parce que je déteste ce mot-là, mais bon, c'est ce qu'ils emploient. On a l'impression d'être des animaux intégrés, amenés aux zoos, c'est un peu comme ça que je vois les choses, et c'est pas bon du tout, mais c'est la réalité. Mais on a intégré les Portugais, les Espagnols, les Italiens, mais par contre, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens et les Africains subsahariens, non, pas du tout. Mais encore une fois, c'est parce que certains sont européens, de culture chrétienne, donc sans problème, ça s'est fait. Mais par contre, quand il s'agit des Africains en général, et qui plus est musulmans, là, ça ne passe jamais, quoi. À l'heure actuelle, par exemple, et ce malgré les générations, moi je suis né en 69 en France, je pourrais avoir je pourrais avoir des enfants, 25 ans, voilà, ou 30 ans. Et ces enfants-là pourraient avoir leurs propres enfants qui auraient 16 ans, on va dire. Et pourtant, les enfants de 16 ans à l'heure actuelle sont encore qualifiés de Français issus d'immigration. En fait, ils ne seront jamais Français. Ça, c'est une réalité. Et c'est le racisme, c'est comme ça que les choses se passent en France. Et effectivement, dans mon roman, c'est un roman de fiction, mais c'est très orwellien aussi. Ça, on a l'impression vraiment de lire Mais en même temps, c'est vraiment c'est de la fiction, mais je me suis basé sur des faits réels, une réalité sociale et raciale qui existe vraiment en France. C'est un roman vraisemblable, comme on dit, qui met au centre donc, de cette intrigue une question fondamentale, à mon avis, celle de l'intolérance des hommes, de l'homme d'une manière générale, et cette fameuse interrogation de Sartre qu'on retrouve, mais l'homme, qu'a fait-il de l'humain? Donc chaque chapitre, vous vous interrogez en fin de compte comment les hommes peuvent perdre comment ils se perdent, oui, effectivement. La haine perd l'homme, déconnecte le cerveau, ça c'est vrai. Mais en même temps, le roman
Au début, ça commence très fort, puisque c'est quand même assez violent au départ. Ensuite, il y a la confrontation entre les deux personnages. Mais après, au fur et à mesure, l'un va s'ouvrir à l'autre, un peu comme un reflet, quoi. C'est-à-dire que l'autre va lui montrer ses défauts et celui d'en face va faire la même chose. Et au cours du roman, vers la moitié du roman, le racisme commence à être déconstruit. Dans leur état d'esprit, ils commencent à évoluer un peu, à changer, et ils commencent déjà à se respecter un peu. Donc c'est déjà un bon début, c'est pas des amis, mais ils commencent à se respecter. Et chacun va commencer à se remettre en question sur qui il est dans sa vie, et pourquoi il fait ça, et pourquoi il a la haine aussi. Et là, on comprend que les deux protagonistes forment pratiquement les deux faces d'une même pièce. C'est pratiquement le même personnage. Ils se ressemblent en fait. Ils se ressemblent beaucoup. Hein. Mais même pour interpréter, il faut savoir qu'en fait, quand on écrit, il faut être comédien. Ouais. Donc, dans mon parcours personnel, les skins, je les ai rencontrés, je les ai combattus durant ma jeunesse. Ouais. Donc, comme j'ai j'ai un parcours militant assez important, donc je les connais, je sais comment ils fonctionnent. Et leur état d'esprit, je le connais, leur racisme primaire, je le connais parfaitement. Et donc, j'ai pas eu de difficulté à l'écrire, puisque je me suis mis à la place du skin, je l'ai interprété, je suis devenu le skin pour pouvoir vraiment mettre toute l'horreur du personnage, parce que ce personnage-là, il est un peu ambigu, il n'est pas si mauvais que ça, mais il y a d'autres personnages dans le livre, dans le roman, d'autres skins qui, eux, sont impitoyables et sont mauvais. Et en fait, je suis obligé de jouer, d'interpréter les rôles. Voilà. C'est un peu comme un comédien, on est obligé de rentrer dans les personnages pour que ça soit crédible. Et c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour surpasser cette haine? Le retour aux sources, c'est-à-dire déjà la connaissance, la culture. Les sources pour vous, c'est la culture. Oui. Oui, c'est la culture aussi, parce que je parle de la culture. Dans le livre, la culture est présente. Du début jusqu'à la fin, elle est présente, parce qu'il y a toujours des allusions à la culture de toute façon. Et j'ai pas voulu faire un roman uniquement pour faire un roman, j'ai voulu apprendre des choses aussi aux gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au cours du roman, il y a un personnage qui s'appelle Aïcha, qui, elle, est une passionnée aussi des livres, pareil, je ne vais pas trop raconter. Et elle est passionnée de George Orwell. Et dans le livre, au cours de la conversation, les protagonistes se parlent entre eux, et à un moment donné, je donne le véritable nom de George Orwell, à savoir son véritable nom que personne ne connaît, c'est Eric Blair. C'est son nom. Et personne ne le connaît. Donc, je donne toujours des petits éléments comme ça de culture. C'est pas simplement un roman pour divertir les esprits, pour être dans un autre monde imaginaire ou autre. C'est pas un roman avec que du fantastique, avec que du social ou du racial ou de la politique. Non, c'est aussi de la culture. J'ai voulu une question sur. Vous parlez donc d'Orwell, mais aujourd'hui, le Big Brother, c'est la société française d'une manière générale qui a mis sur le banc des accusés tous les Maghrébins, tous les Africains, etc., qui sont surveillés, contrôlés 24 heures sur 24, qui sont soupçonnés, etc. N'est-ce pas ? C'est ça le... C'est un peu ça, mais en fait, moi je suis aussi un passionné d'histoire. Et donc, c'est pas à nouveau en fait le fait de surveiller les Maghrébins. Et par exemple, la religion musulmane est une religion émancipatrice. Et il faut savoir que, là c'est pour la petite anecdote, c'est intéressant à savoir, c'est que la création de la Grande Mosquée de Paris, quand elle a été créée, c'était officiellement pour remercier les musulmans de s'être battus pour la France. Officiellement, c'est ça. Officieusement, ils ont construit la Mosquée de Paris pour avoir un point de repère. C'est comme un oasis, c'est-à-dire que il fallait avoir un point de repère pour pouvoir faire en sorte que tous les musulmans qui étaient autour, ils étaient un peu éparpillés autour à Paris, en banlieue, et il fallait les connaître, il fallait savoir combien ils étaient, le nombre qu'ils étaient, et il fallait les ficher. Et donc, ils ont utilisé la mosquée, lorsque les gens venaient pour prier, ils notaient leur nom et ils les fichaient. Déjà à l'époque, ils disaient que la religion musulmane était émancipatrice, qu'il fallait se méfier d'elle, déjà à l'époque. Et c'est pour ça que cette mosquée, à la base, avait été créée aussi. Elle a été utilisée pour pouvoir contrôler. Voilà. Idem pour l'hôpital Avicenne, qu'on appelait l'hôpital Avicenne. Ça a été la même chose. L'hôpital Avicenne, c'est pareil. L'hôpital Avicenne a été créé soi-disant pour remercier les combattants et les soigner. Non, en fait, c'est parce que l'hôpital Avicenne a été créé parce qu'on ne voulait pas soigner les musulmans avec des bons Français. Il fallait les séparer. Voilà. Donc c'est les mêmes pratiques. C'est toujours les mêmes pratiques. Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est le procédé qui change, mais les pratiques restent les mêmes. C'est pareil, parce que à l'heure actuelle, la petite génération qui a 16-17 ans,
qui est français normalement, qui parle français, donc qui devrait soi-disant être assimilé à la France, ne l'est pas. Et on les considère toujours, il y a toujours l'appellation, la même appellation qui ne s'arrête jamais, c'est français issu d'immigration. C'est-à-dire que tout le monde a été sans problème assimilé, on va dire intégré, mais par contre les Algériens, les Marocains, les Tunisiens et les Subsahariens, pire encore les musulmans, ne sont pas intégrés, ils sont toujours français issus de l'immigration. C'est comme ça, c'est l'hypocrisie de la France, il faut dire ce qui est, c'est une sacrée hypocrisie. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que maintenant, on dit plus à l'arabe ou on dit, en fait, on se cache derrière l'islam, tout simplement. On ne dira pas, j'aime pas les musulmans, enfin, j'aime pas les arabes, on dira, j'aime pas les musulmans, j'ai le droit d'avoir cette opinion de ne pas aimer l'islam. Soi-disant que c'est une opinion. Voilà. Abid Boulhaq, je tiens à vous remercier. Je C'est moi rappelle qui que vous vous remercie. êtes auteur d'un roman remarquable et passionnant surtout, Du sang mêlé sur un trottoir. Un Ouais. roman que vous avez édité en 2021. 21, je crois. Ouais. Je me trompe toujours avec les dates de toute façon, mais enfin, toujours, il a été édité aux éditions Baudelaire. Et on le trouve sur les sites de la FNAC, Amazon, Décitre, Cultura. On le trouve facilement en fait. Il est en vente sur ces sites-là, quoi. Je tiens à remercier également tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Excellente journée sur les ondes d'Ifriqiya FM et à très bientôt. Merci à vous.